Les Français sont des fouteurs de tout simplement. Paf. On en parle de cette montre, hein. Ça c'est une exclue, hein. Ça c'est cadeau pour vous, hein, les amis. Ils sont à l'origine de pas mal de crises. Je vous passe la Révolution française. Là, on va parler plutôt d'horlogerie aujourd'hui et notamment ce qui a changé dans l'horlogerie grâce à l'avènement du quartz. Vous avez tous entendu parler des montres à piles et des montres à quartz, mais vous ne savez pas d'où elle vient et encore moins comment elle fonctionne. Mais je vais vous l'expliquer aujourd'hui. Je m'appelle Baptiste Garcin, je suis le fondateur de 10Times, une marque de montres customisée sur mesure et depuis peu, on fait des ateliers d'horlogerie dans lesquels vous pouvez venir assembler vous-même votre montre. On fait ça sur Lyon le samedi et j'ai créé cette chaîne YouTube pour documenter mon aventure entrepreneuriale, mais aussi pour vous apprendre plein de choses sur l'horlogerie et l'histoire du temps. Il était une fois l'histoire d'un petit Français en 1880 qui a eu la bonne idée de découvrir les propriétés du quartz. Ce petit Français est extrêmement connu parce qu'il s'appelle Pierre Curie. C'est le mari de Marie Curie et c'est un très grand scientifique français qui a marqué son époque, notamment avec un prix Nobel de physique. Et notre cher Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à travailler sur des matériaux et notamment un qui s'appelle le quartz. Il a découvert que le quartz était un élément piézoélectrique. Et là, vous allez me dire, mais Bat, ça veut dire quoi piézoélectrique? J'y comprends rien. C'est quoi ce mot bizarre? Piezoelettrico, c'est quoi? C'est un truc italiano? C'est quoi? C'est la pasta? C'est la mia? C'est le café? C'est le taxi? C'est la pizza? C'est les mamas? La piézoélectricité, c'est un mot bien compliqué pour dire un truc simple. Ça veut dire que quand tu mets de l'électricité dans un élément, eh ben, il va réagir. Le quartz, c'est la même chose. Quand on lui envoie de l'électricité, il se met à vibrer. Et en fait, cette vibration, on peut l'exploiter parce qu'elle est très précise. Et c'est ce qu'a découvert Pierre Curie à l'époque et c'est ça qui va lancer l'ère de l'utilisation du quartz. D'ailleurs, petite parenthèse, on retrouve du quartz beaucoup aujourd'hui dans tout ce qui est électronique, télécommande, téléphone, voilà. Et c'est en 1927 qu'on va voir les premières applications du quartz en horlogerie. C'est dans un labo américain que deux chercheurs canadiens ont créé la première horloge à quartz. Ils l'ont appelée la Crystal Clock. Oh yeah! Et comment ils ont fait? Ils ont pris un gros bloc de quartz et ils ont commencé à l'exciter électriquement. Il s'est mis à vibrer et ils ont récupéré ce signal 50 kHz, donc qui vibrait extrêmement vite pour en faire une base de temps précise. L'inconvénient de ce qu'ils avaient créé, c'est que c'était énorme. Ça avait la taille littéralement d'un frigo mis à l'horizontale et il était extrêmement instable parce que sa précision diminuait grandement quand il y avait des variations de température. Il y a eu des évolutions à partir de 1929, on a créé un espèce de four dans lequel le mettre et maintenir la température constante tout le temps, ce qui a grandement contribué à la stabilisation de sa précision. Et il a continué à se développer dans les années 1930 jusqu'à 1940 et est devenu l'élément de référence pour la mesure du temps dans le monde. Vous vous doutez bien qu'il y en a certains qui voulaient exploiter cette technologie-là pour les mettre sur des montres, sauf qu'un frigo sur un poignet, je pense que même Hulk Hogan, ça aurait été compliqué pour lui de le soulever, on est d'accord. Donc on n'a pas commencé à s'intéresser au quartz tout de suite pour les montres, mais par contre, on a investigué comment créer une montre électronique. La première chose qu'on a faite, c'est qu'on a remplacé la source d'énergie des montres mécaniques, c'est-à-dire le ressort, par une pile. Et ça a été le début de toute la révolution des montres électroniques. Et comme par hasard, qui c'est qui est venu faire ça? Un Français. Fred Lipman, aussi appelé Fred Lip, de la marque française Lip, a inventé en 1952 la première montre à pile. C'est-à-dire que c'est exactement une montre mécanique, simplement on a mis une pile pour apporter de l'énergie au mouvement. C'est tout. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de remonter la montre et que sa réserve de marche est grandement supérieure à celle d'un ressort traditionnel. L'inconvénient, c'est qu'on a toujours des rouages et toujours un balancier pour réguler la montre et donc la précision n'est pas grandement améliorée. Sauf qu'en faisant ça, notre ami Lip, il a quand même mis un grand coup de pied dans la fourmilière. Là, il y a un petit peu tous les grands de l'horlogerie qui ont commencé à... un peu fébriles les mecs, ils étaient le petit Frenchie, il arrive, il nous fait sa petite montre avec sa petite électronique là, il est bien sympa, mais là tu as un Américain qui arrive avec ses grands sabots qui dit ouais, moi je m'appelle Bulova, tu sais quoi, toi le petit Frenchie tu me fais pas peur avec ta pile parce que t'es pas précis, moi je vais bosser pendant 10 ans, je vais faire une montre bien plus précise que toi. Le rêve américain.
Vous allez voir qu'à ce moment-là, dès qu'il y en a un qui invente un truc un peu révolutionnaire, t'as tous les autres qui commencent un peu à se... Mais du coup, ça va devenir intéressant. Bulova, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, ok, on rajoute une pile à l'intérieur de la montre, mais si on ne change pas le mécanisme et le fonctionnement, eh ben on va pas être plus précis. Donc du coup, il faut qu'on reparte d'une feuille blanche, on va tout changer. Et comment il a fait ça? Il a compté sur l'arrivée du transistor à courant faible dans les années 1953. Parce que grâce à ça, il allait pouvoir vraiment mettre de l'électronique avancée à l'intérieur de la montre. Et son innovation technique, il l'a faite grâce à ce qu'on appelle un diapason. Alors vous connaissez tous le diapason, hein. On tape sur le piano, on le pose, ça fait du bruit, on règle son piano. Parfait. C'est exactement la même chose. Sauf que lui, il l'a mis à l'intérieur de la montre et quand il va l'exciter avec l'électricité, le diapason va se mettre à vibrer à 360 Hz. Et en récupérant le signal du diapason, il va réussir à calibrer sa montre pour qu'elle puisse donner le temps précisément. Pour vous donner un ordre d'idée, une montre mécanique classique, son oscillation est de 4 Hz. Et avec son diapason à 360 Hz, on est beaucoup plus précis. Il était tellement fier de son innovation que Bulova va utiliser un diapason en guise de logo pour sa marque. Et en 1960, après 8 ans de dur labeur, il va enfin sortir sa montre Accutron. Accutron, ça veut dire quoi? C'est le diminutif de Accuracy Electronic. Accuracy qui veut dire précision et Electronic qui veut dire électronique. Bien joué. Il va donc présenter au grand public en 1960 ce qu'on va appeler la Accutron Space View. Pourquoi? Parce qu'il était tellement fier de ce qu'il a fait qu'il a carrément enlevé le cadran de la montre pour que tout le monde puisse voir le mécanisme à l'intérieur et donc l'innovation qu'il avait faite. Et en vrai, il a eu raison de faire ça parce que ça a été tellement choquant de voir ce nouveau mouvement et de ne pas voir de cadran que ça a fait un carton et il a même enlevé le cadran de pas mal d'autres de ses modèles pour surfer sur la tendance. La montre sera commercialisée à partir de 1961 et elle va finir sa carrière en 1977. Et pourquoi? Parce qu'elle a fait un grand bruit dans l'horlogerie quand elle est sortie en 1960. Et il y a nos amis japonais et suisses qui ont commencé à avoir les pétoches. Et ils sont alors mis sur la ligne de départ pour la course au quartz. Ladies and gentlemen, à ma droite, créé en 1880 au pays du soleil levant, capitalisant des dizaines d'années d'expérience dans l'horlogerie et notamment dans les horloges murales japonaises, reconnu à l'international pour son savoir-faire, sa précision et sa robustesse, j'ai appelé notre premier concurrent Seiko. Et à ma gauche, capitalisant sur un savoir-faire de plusieurs centaines d'années, une renommée internationale qui n'est plus approuvée et le consortium de 21 marques horlogères suisses. Le travail rassemblé et soutenu par la Fondation horlogère, j'ai appelé le CEH, c'est-à-dire le Centre électronique horloger. Ils sont pas foulés pour le nom. Hein. C'est une catastrophe. Calmons-nous, est-ce que vous vous rendez compte à quel point l'horlogerie suisse, ça les a secoués cette histoire? Parce que là, ils sont en concurrence avec juste une marque contre un consortium de 21 marques suisses, dont Rolex, Omega, IWC et notre ami Bulova. En 1962, le Centre électronique horloger a été créé en Suisse. C'est quoi? C'est tout simplement l'arme pour rivaliser dans la course au quartz. Ils ont rassemblé 21 des plus grandes enseignes horlogères suisses et ils sont appuyés sur des chercheurs de la FH, la Fondation horlogère suisse, pour créer le projet Beta 21, 21 qui vient du fait qu'il y avait les 21 entreprises, et monter une équipe d'experts qui allait pendant plus de 5 ans développer un mouvement à quartz. Le premier prototype sera présenté en 1967 et il sera primé en 1968 au concours de l'Observatoire de Neuchâtel en prenant la première place et Seiko la deuxième place. Donc là vous voyez qu'il y a vraiment la guéguerre qui est lancée. C'est que des prototypes et ce sera à qui sortira la montre en premier. Le 25 décembre 1969, Seiko sort la Seiko Astron. C'est une montre éditée à 100 exemplaires. Son boîtier est totalement en or et elle incorpore le premier mouvement à quartz de série. La révolution est absolument exceptionnelle parce qu'elle a une précision de 5 secondes par mois. Pour comparer avec la montre de Bulova, elle perdait 30 secondes par mois. Et aujourd'hui, une montre à quartz perd quelques secondes
par an. Je vais quand même vous expliquer rapidement comment ça fonctionne une montre à quartz. Le mouvement à quartz, c'est très simple. On a une pile qui va envoyer de l'énergie dans le circuit imprimé de la montre. Quand cette énergie va arriver sur le quartz, il va se mettre à vibrer. Et il vibre à une fréquence très précise, 32 768. Vous allez me dire, ok, très bien, c'est une haute fréquence, mais qu'est-ce que ça nous apporte? Et bien 32 768, si vous le divisez par 2 suffisamment de fois, vous arrivez sur 1. Et 1 Hz, c'est la fréquence d'une seconde. Ce qui fait qu'avec un entremêlement de transistors qui divise par 2 la fréquence du signal, on arrive à avoir un signal d'une seconde avec une précision extrême. Ce signal est alors envoyé dans une bobine électrique qui, elle, va toutes les secondes faire tourner les aiguilles de la montre. Et c'est comme ça que fonctionne un mouvement à quartz. Et ça, les Suisses l'avaient bien compris. Ils ont créé le mouvement Beta 21 qui a été incorporé sur des montres de haute voltige. On retrouve des Rolex, on retrouve des Patek Philippe, des Jaeger-LeCoultre ou encore des IWC. Mais malheureusement, le mouvement était trop instable, trop fragile et trop gourmand en énergie, ce qui fait que rapidement, la CEH s'est délitée et le mouvement bêta a été un flop commercial. Seiko en a profité pour prendre la majeure partie des parts du marché et écraser totalement la concurrence. Et c'est à partir des années 1970 que Seiko est devenu un des leaders mondiaux dans l'horlogerie grâce à son innovation. Et ça a mené à la plus grande crise que l'horlogerie n'ait jamais connue, à la crise du quartz. Mais ça, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Donc si vous êtes chaud, si vous avez aimé l'énergie de cette vidéo, si vous avez aimé son contenu, n'hésitez pas à me soutenir en mettant un like sur cette vidéo, à vous abonner pour voir la prochaine parce qu'elle va être très croustillante en ma que bonissimo, ma que bonissimo. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Allez, c'est double super. Ça, c'est pas mal, ça.